Alors nous allons voir le péritoine. C'est un cours difficile. Pour bien comprendre la formation de ce péritoine, il faut avoir de l'imagination pour suivre les rotations, les allongements, les torsions et les accolements depuis le début de l'embryologie jusqu'à la terminaison de l'organogénèse, car ce péritoine ne répond à aucune figure géométrique qu'on peut retenir. Nous allons suivre le développement de ce péritoine depuis son embryologie jusqu'à la terminaison de l'organogénèse, c'est-à-dire le péritoine définitif. Alors, en introduction, le péritoine est comme le péricarde et la plèvre, une séreuse dérivant embryologiquement de l'épithélium de la cavité célomique, qui sera la future cavité péritonéale. Ce péritoine est donc constitué de deux feuillets séparés par une cavité. Un premier feuillet qu'on appelle le feuillet pariétal ou somatopleure va tapisser la paroi interne de la cavité abdominale. Donc il est contre la paroi interne de la cavité abdominale. Le deuxième feuillet, c'est le feuillet viscéral, qu'on appelle aussi splanchnopleure. Celui-ci est appliqué sur les organes qu'il recouvre. Donc il va recouvrir les organes ou les viscères intra-abdominaux. Il va être au contact de ces viscères. Et entre le péritoine viscéral et le péritoine pariétal, il y a une cavité. Cette cavité est virtuelle. Il va permettre le glissement des viscères lors de la respiration et des contractions du tube digestif pendant la digestion. Donc elle est virtuelle, c'est-à-dire que l'espace entre les organes et la paroi est minime. Cette cavité peut être mise en évidence en agrandissant son contenu, donc on va la gonfler. Celle-ci peut être mise en évidence lorsqu'on fait la chirurgie abdominale. On injecte du gaz à l'intérieur de l'abdomen pour avoir de l'espace pour travailler. C'est ce qu'on appelle la celluliochirurgie. Donc la cavité péritonéale étant aplatie, on va la mettre en évidence, on peut la gonfler avec du gaz pour pouvoir travailler à l'intérieur. Voilà cette cavité virtuelle. La topographie de la cavité abdominale, c'est-à-dire l'organisation des organes à l'intérieur de la cavité abdominale, va résulter des mécanismes d'agrandissement, de rotation de ces organes et d'accolement des feuillets péritonéaux pendant la vie embryonnaire. Et nous aurons, la majeure partie des organes sont intra-abdominaux, surtout le tube digestif, et on aura certains organes qui seront en arrière du péritoine, c'est la région rétropéritonéale, comme les reins, et en dessous du péritoine dans le pelvis, il y a aussi des organes, comme la vessie, chez l'homme et chez la femme, et il y a aussi l'utérus chez la femme. Ce sont des organes sous-péritonéaux, en dessous de la cavité abdominopelvienne. La surface de la séreuse péritonéale est importante, elle est de l'ordre de celle de la peau, 1,70 m², 1,70 m². Elle sécrète un liquide qui forme un film, qui va permettre le glissement des feuillets l'un sur l'autre. Lorsqu'on a une inflammation de ce péritoine, ou bien dans certaines pathologies comme la cirrhose, le cancer ou l'insuffisance cardiaque, il y a une sécrétion importante de liquide qui va former un épanchement liquidien intra-abdominal, c'est ce qu'on appelle l'acide péritonéal. Donc cet acide péritonéal, qui sera de moyenne abondance ou de grande abondance, doit être évacué, on doit faire des ponctions d'évacuation. Et ce péritoine peut aussi absorber les liquides
Donc il va jouer le rôle de membrane semi-perméable. Dans le cas où des fois les reins ne travaillent plus, il y a une insuffisance rénale, donc il y a des déchets sanguins à l'intérieur qui ne peuvent pas évacuer. On va faire ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. La dialyse, pardon, une dialyse, cette dialyse peut être par, par hémodialyse. C'est une machine qui va épurer les déchets sanguins, elle est extracorporelle, ou bien on a recours à la dialyse péritonéale intracorporelle. Le péritoine agit comme une membrane semi-perméable, donc il va évacuer les déchets qui vont traverser le péritoine vers une solution introduite par un cathéter à l'intérieur de la cavité péritonéale, c'est ce qu'on appelle le dialysa. Donc les liquides vont passer du sang vers la cavité abdominale, traversent ce péritoine, et ensuite on va évacuer ce dialysat. Donc voilà le rôle du péritoine. Donc il va jouer le rôle de membrane semi-perméable lors de la dialyse péritonéale. Physiologie, donc rôle d'absorption des liquides. Il joue aussi un rôle de défense lorsqu'il y a une infection d'un organe, comme par exemple la vésicule biliaire. Il y a une inflammation, c'est ce qu'on appelle la cholécystite. Le péritoine va cloisonner le foyer septique pour empêcher sa propagation. Alors l'inflammation de la séreuse péritonéale va former ce qu'on appelle le syndrome péritonéal. Vous verrez ça plus tard, c'est une entité clinique particulière. Au début de la formation de l'embryon, le tube intestinal, vous voyez ici, l'aorte et les vaisseaux que cette aorte envoie au tube digestif sont noyés ici dans ce qu'on appelle le mésenchyme. Donc vous avez l'intestin, l'aorte, en arrière c'est la corde. Cet ensemble va être noyé dans un tissu, c'est le tissu mésenchymateux. Donc il est situé ici, en avant et de part et d'autre du tube intestinal. Ensuite, un stade ultérieur, ce mésenchyme va se fissurer et il y a apparition d'une petite cavité ici de part et d'autre. Cette cavité, c'est ce qu'on appelle la cavité célomique. Ensuite, un stade plus évolué, cette cavité célomique va prendre encore du volume, si bien que ces deux feuillets vont s'écarter l'un de l'autre. Un premier feuillet qui va rejoindre la paroi et deviendra le péritoine pariétal. L'autre, au milieu, d'avant-arrière, va envelopper le tube digestif et va devenir le péritoine viscéral. Entre l'aorte et le tube digestif, il y a un pédicule nourricier et ce pédicule nourricier va cheminer à l'intérieur des deux feuillets ici péritonéaux et va former ce qu'on appelle un méso. Voilà pour un premier stade, cette évolution du péritoine. Donc le tube digestif, l'aorte, la corde, ils sont noyés dans le mésenchyme. Ce mésenchyme va se fissurer de part et d'autre, constituant la cavité célomique. Celle-ci s'agrandit et on aura deux feuillets, un feuillet qui va rejoindre la paroi et un deuxième feuillet médiane qui va rejoindre le tube digestif. Celui-ci va constituer le péritoine viscéral et celui-ci va constituer le péritoine pariétal. Entre le tube digestif et le pédicule vasculaire issu de l'aorte, ce pédicule va cheminer entre les deux ici feuillets du péritoine viscéral et ce segment de péritoine va porter le nom de méso. Alors, nous avons ici un stade plus évolué.
à la fin de la 3e semaine et au début peut-être de la 4e semaine. Donc ce mésenchyme qui s'est fissuré a laissé place à cette cavité célomique qui sera la future cavité péritonéale. Et là, vous avez bien sûr la paroi. Donc, on a ici un feuillet qui est au contact de la paroi, c'est le péritoine pariétal, somatopleure. Et sur la ligne ici médiane, nous avons le tube digestif et le péritoine qui colle à ce tube digestif, c'est le péritoine viscéral ou splanchnopleur. Nous sommes ici sur la partie supérieure de l'embryon, donc avant l'apparition de l'ébauche hépatique ici tout à fait en avant. Ce péritoine viscéral s'individualise en deux parties, en avant du tube digestif, ici jusqu'au niveau de la paroi ici, en avant. Ces deux feuillets vont constituer ce qu'on appelle le méso ventral. Et en arrière, en avant de l'aorte, et la paroi ici postérieure du tube digestif, ces deux feuillets péritonéaux vont constituer ce qu'on appelle le méso dorsal. Donc il y a ici d'abord un méso ventral, un méso dorsal. Ensuite nous allons voir l'évolution au niveau de ce méso ventral et méso dorsal. À la partie supérieure de la cavité abdominale, nous allons voir ici l'évolution de ce péritoine, surtout dans le segment ici antérieur, il y a apparition de l'ébauche hépatique. En arrière, nous avons le tube digestif qui s'individualise à ce niveau en estomac. En arrière, vous avez l'aorte, la veine cave inférieure, avec la cavité célomique. Le péritoine pariétal, on met à côté paroi parce qu'il est au contact de la paroi. Et le péritoine viscéral, on met à côté organe parce qu'il entoure l'organe, le viscère. Donc là, vous avez les deux segments de méso. Vous avez en arrière le méso dorsal et en avant, nous avons le méso ventral. Donc le foie va se développer dans le méso ventral et il va subdiviser ce méso ventral en deux parties. Une partie entre le foie et l'estomac, c'est ce qu'on appelle l'épiplan gastrosplénique. Et une partie entre le foie et la paroi, ça va former ce qu'on appelle le ligament suspenseur du foie. Voilà ici l'apparition de l'ébauche hépatique dans le méso ventral. Alors sur cette diapositive, nous allons voir d'autres éléments qui vont apparaître. On remet le mésogastre antérieur. Donc voici ici, en avant de l'estomac, jusqu'au niveau de la paroi ici, ce sera le mésogastre antérieur que vous voyez sur cette vue sagittale. Vous avez ici l'estomac, et là vous avez le foie et la paroi. Donc là, c'est le mésogastre antérieur dans lequel va se développer le foie. Et subdivisons ce mésogastre antérieur en une partie postérieure ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'épiplan gastro-hépatique. Et entre le foie et la paroi ici, c'est ce ligament suspenseur ici qui va se prolonger par le ligament rond. Le ligament suspenseur qui va se prolonger au niveau de l'ombilic par le ligament rond. Dans le mésogastre postérieur vont apparaître deux ébauches. En arrière de l'estomac, d'abord, vous avez l'ébauche splénique qui ensuite va se latéraliser ici à gauche. Et sur la ligne médiane, vous avez l'apparition de l'ébauche pancréatique qui va ensuite se coucher, cette ébauche aussi, vers la gauche. Donc voici ici le mésogastre postérieur, en arrière de l'estomac. Là, vous voyez ici les ébauches pancréatiques qui vont fusionner ensuite par rotation. Et l'ébauche splénique qui est un peu plus latéralisée n'est pas visible sur cette vue sagittale.
Nous allons suivre l'évolution de ce péritoine à partir de la disposition sagittale du tube digestif d'un embryon humain. Nous avons ici le septum transversum qui va séparer la cavité thoracique en haut de la cavité abdominale en bas. Et en arrière, vous avez l'aorte qui va cheminer tout à fait en arrière, jusqu'à la région caudale. Et là, tout à fait à la partie supérieure, nous avons le bourgeon hépatique qui va se développer dans ce mésogastre ventral. En arrière, nous avons l'ébauche gastrique qui va se développer avec le duodénum et les ébauches pancréatiques ventrales et dorsales dans le mésogastre dorsal. Ce mésogastre dorsal va recevoir le tronc nourricier qui est le tronc cœliaque qui va donner les trois artères, l'artère gastrique, splénique et artère hépatique. Plus bas, donc vous avez ici le tube digestif d'abord qui est concave, vous voyez qui est concave en avant. Il a une légère concavité en avant de l'estomac et une légère convexité du duodénum vers l'avant. Ensuite, nous avons une forte convexité formée par l'anse intestinale primitive qui va former l'intestin grêle en haut et la partie droite du côlon en bas ici. Celle-ci va se développer dans un mésodorsal qu'on appelle le mésentère dorsal et elle va recevoir comme artère nourricière cette anse intestinale primitive, l'artère mésentérique supérieure. Plus bas, nous avons ici l'anse terminale qui va se développer au niveau du mésoterminal, qui va recevoir aussi comme pédicule artérielle l'artère mésentérique inférieure. Celle-ci va aboutir ici au niveau du cloaque avec l'allantoïde qui plus tard vont se séparer pour former le rectum et les organes urogénitaux. Et vous avez ici, dans cette partie tout à fait ici médiane, l'anse intestinale ici va donner ici le canal vitellin et vous aurez ici à partir du foie vous allez avoir la veine ombilicale de l'artère vous allez avoir les deux artères ombilicales plus ici le canal allantoïdien. Cet ensemble va donner les éléments du cordon ombilical. Donc vous avez ici l'allantoïde, l'artère ombilicale, le canal vitellin et la veine ombilicale. Cet ensemble va former les éléments du cordon ombilical. Voilà l'étude de départ de l'évolution de ce péritoine à partir de la position sagittale de ce tube digestif. Alors, nous allons voir les phénomènes qui amènent les organes à leur situation définitive, c'est-à-dire cette évolution. On va scinder cette évolution en trois parties. Une première partie qui va se développer dans le territoire du tronc cœliaque, une deuxième partie qui va se développer dans le territoire de l'artère mésentérique supérieure, une troisième partie qui va se développer dans le territoire de l'artère mésentérique inférieure. Donc là, nous commençons par les phénomènes qui amènent les organes à leur situation définitive au niveau du territoire du tronc cœliaque, c'est-à-dire ce qui se passe ici, entre le foie, l'estomac, le duodénum, les ébauches pancréatiques et l'ébauche splénique. Nous allons voir ça sur des schémas assez faciles à retenir. Donc ces phénomènes, vous avez d'abord la première modification, c'est le développement du foie avec formation du méso-hépatocave et de la cavité hépato-entérique, avec formation première du vestibule. Ensuite, vous avez la deuxième modification qui sera la première rotation de l'estomac, avec modification des artères du tronc cœliaque et la formation du foramen épiploïque. Troisième modification, deuxième rotation de l'estomac avec formation de la bourse rétrogastrique. Quatrième modification, c'est la formation de la bourse omontale. Et cinquième modification, ce sont les accolements des mésos.
Alors nous allons voir tous ces modifications qui vont se succéder sur des schémas. Alors nous allons résumer sur ces deux schémas ces différentes modifications de ces organes. C'est ce qu'on appelle l'accommodation de l'espace, c'est la loi de Frédé, c'est-à-dire que chaque organe va s'accommoder à l'espace qui lui est offert, puisque c'est le foie en premier qui va grossir, il va se développer à droite pour atteindre la veine cave ici inférieure, donc il va se développer à droite et non pas à gauche, et en se développant à droite, il va faire changer l'estomac qui, dans une position ici sagittale, va devenir frontal, et il va encore exercer une pression sur la rate qui va se déplacer pour venir ici se placer au niveau de l'hypocondre gauche, et le pancréas, lui, qui était sagittal, va se coucher à gauche dans la partie la plus postérieure de la cavité abdominale. Voilà résumé ces mouvements dans le territoire de l'artère mésentérique supérieure. Alors, première modification, c'est le développement du foie. De la position initiale, vous avez le foie en position sagittale médiane dans le mésogastre antérieur, il est en avant de l'estomac. Il va grossir, donc c'est ce qu'on appelle l'accommodation de l'espace, la loi de Frédé. Il va s'accommoder à son espace, donc puisqu'il va grossir à droite, donc il va occuper toute la cavité célomique droite. Son extrémité postérieure va pousser jusqu'à atteindre la veine cave inférieure. Il est accompagné par son péritoine ici viscéral. Voilà le péritoine viscéral qui va suivre le foie. Ensuite sur l'estomac et revenir ici par le péritoine pariétal. Voilà le péritoine pariétal. Donc il va ensuite, lorsqu'il va grossir vers la veine cave inférieure, il va laisser comme cavité libre une petite partie ici qui va former ce qu'on appelle la cavité hépato-entérique. Et c'est la première partie ici, c'est ce qu'on appelle le vestibule. Ce sera, si vous voulez, l'entrée de la poche rétrogastrique, qui dans un troisième modification, on va voir cette formation de la poche rétrogastrique. Et le vestibule, c'est à peu près l'entrée de cette poche rétrogastrique. Et entre l'extrémité postérieure du foie et la veine cave inférieure, c'est-à-dire vous avez deux éléments ici du péritoine, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Et puisqu'il n'y aura pas de mouvement à ce niveau, ces deux feuillets vont s'accoler ultérieurement pour former ce qu'on appelle le méso-hépatocave. Voilà ici la formation de la cavité hépato-entérique par grossissement du foie. Donc il ne va persister qu'une petite cavité qui va former le vestibule. Ensuite, il va y avoir accolement de ces deux feuillets, viscéral et pariétal du péritoine, pour former le méso-hépatocave. Voici cette première modification du péritoine. Après la première modification, survenant au niveau du bourgeon hépatique, nous allons voir les deux modifications qui vont survenir ici au niveau du mésogastre postérieur sur l'estomac. Ça, c'est une vue sagittale. Donc, nous avons ici le foie et nous avons ici l'estomac derrière. Cet estomac sur une vue sagittale, vous voyez ici qu'il a un bord antérieur concave en avant, un bord postérieur convexe en arrière, une région cardiale en haut et une région pylorique en bas. Quand vous voyez cet estomac sur une vue antérieure, vous avez ici en avant
c'est le bord antérieur concave. Derrière, c'est le bord postérieur convexe, vers l'arrière bien sûr. Et là, vous avez deux faces latérales. Une face latérale droite en bleu et une face latérale gauche en orange. Et là, vous avez la région cardiaque, bien sûr, et en bas, c'est la région pylorique. Cet estomac va subir, qui est dans le sens sagittal, va subir une première rotation pour devenir frontal, selon un axe longitudinal. Première rotation, dans le sens horaire, selon l'axe longitudinal. Donc l'estomac va adopter une position frontale. Quand il va tourner, voilà ses modifications. Vous aurez le bord antérieur ici, il va devenir le bord droit, qui sera la future petite courbure de l'estomac. Le bord postérieur va devenir le bord gauche, qui sera la grande courbure, la future grande courbure de l'estomac. La face latérale gauche va devenir la face antérieure. Et celle qui est en bleu, c'est la face latérale droite. Elle sera derrière. Donc vous voyez ici un tout petit peu en bout, comme ça, pour vous montrer qu'elle est derrière. Elle va devenir la face postérieure. Et en adoptant cette rotation, il va y avoir un changement dans la disposition des artères. Ils vont s'écarter. Et vous voyez que l'artère splénique va suivre la grande courbure, le bord gauche, elle va suivre, elle va s'écarter vers la gauche. Nous verrons ça sur le méso. Donc voici la première rotation selon l'axe longitudinal en adoptant une position frontale de l'estomac. Donc rotation horaire. Ensuite, vous avez une deuxième rotation de l'estomac. Là, vous avez d'abord la modification des artères du tronc cœliaque et vous avez d'abord la formation du foramen épiploïque, l'entrée, c'est-à-dire l'entrée de la bourse rétrogastrique. On entre dans la bourse rétrogastrique par le foramen épiploïque. Donc, cette deuxième rotation, on la voit ici. En pointillé, c'est la première rotation. Donc, de cette position pointillée, vous voyez ce deuxième déplacement qu'on appelle deuxième rotation de l'estomac qui en réalité, c'est une bascule. Puisque vous voyez que le pylore va se déporter beaucoup plus à gauche, pardon, le cardia ici se déporte beaucoup plus à gauche, et le pylore qui était là va passer à droite de l'aorte. Donc, c'est comme l'estomac qui est en train de basculer. Donc, pour moi, c'est une bascule. Donc, bascule, il adopte une position oblique. Donc, il est dans une position oblique. Là, il est dans une position frontale. Là, il est oblique. Et là, il a tourné, bien sûr, dans le sens antéro-postérieur ou ventro-dorsal. Et là, il va y avoir la formation de cette bourse rétrogastrique lors de cette deuxième rotation de l'estomac. Donc, le cardia va se déplacer beaucoup plus à gauche et le pylore va se déplacer beaucoup plus à droite. Voici les deux rotations de l'estomac dans le sens longitudinal, dans le sens antéro-postérieur. Ça, c'est sur l'estomac. Nous verrons sur le mésodorsal, sur le schéma. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du méso, de ce mésodorsal. Nous avons ici l'aorte avec le tronc cœliaque qui est dans le mésogarde postérieur. Donc, il va donner les trois artères pour l'estomac, la rate et le foie. L'artère gastrique gauche qui va rejoindre ici le cardia. L'artère splénique qui va rejoindre ici le bord gauche de l'estomac et aller encore se prolonger vers la rate. Et là, vous avez l'artère hépatique qui va rejoindre ici le pylore et aller vers le foie. Donc voilà ce pédicule vasculaire qu'on appelle le tronc cœliaque. Donc vous aurez l'artère gastrique gauche, elle va rejoindre ici bien sûr la région pylorique, la région cardiale. L'artère
splénique. Donc elle va se prolonger au-delà du bord gauche de l'estomac vers la rate et l'artère hépatique ici qui va rejoindre le foie. Lors de la première rotation dans l'axe longitudinal, nous avons un écartement de l'artère splénique ici. En s'écartant, cette artère splénique va entraîner bien sûr du péritoine ici, derrière l'estomac, et là, il va y avoir un petit peu un changement de position des deux artères qui vont se coucher ensuite, lors de la deuxième rotation. Il va y avoir ici une ébauche de la formation du foramen épiploïque qui sera la future porte d'entrée pour la bourse rétrogastrique. Donc voilà ici, le foramen épiploïque va se constituer entre l'artère gastrique gauche en haut et l'artère hépatique en bas. Dans cette deuxième rotation, avec bascule bien sûr du cardia et du pylore, nous aurons bien sûr l'agrandissement ici de cette région rétrogastrique, donc, puisque ça se couche, donc il va y avoir un étirement beaucoup plus important sur le mésodorsal, et là vous allez avoir cette région dorsale qui va former la bourse rétrogastrique. Et en se couchant, ces artères vont être soulevées par le péritoine pour former ce qu'on appelle les plis vasculaires. Donc vous avez ici l'artère splénique, là vous avez l'artère gastrique gauche. En soulevant ici le péritoine, ça va donner ce qu'on appelle le pli de l'artère gastrique gauche. Et là c'est l'artère hépatique. En soulevant le péritoine, ça va donner le pli de l'artère hépatique. Et là vous avez l'entrée de la bourse rétrogastrique. Donc on entre par la porte ici, qui est entre l'artère gastrique gauche, l'artère hépatique et bien sûr ici l'estomac. Il va y avoir une porte derrière et on entre dans cette bourse rétrogastrique. Voilà les modifications qui vont se faire au niveau du méso. Donc voici ici résumé les deux modifications sur l'estomac. Donc les deux modifications sur l'estomac, donc la première rotation et la deuxième rotation. Donc troisième modification, pardon, aussi deuxième modification et troisième modification lors de la rotation de l'estomac. C'est la formation de la bourse rétrogastrique. Quatrième modification, c'est la formation de la bourse omontale qu'on appelle arrière cavité des épiplans. C'est quoi la bourse omontale? C'est l'agrandissement de la bourse rétrogastrique dans trois sens, vers le haut, vers le bas et latéralement en formant des récessus. Un récessus latéral ici au niveau de la région splénique, un récessus vers le haut et un récessus vers le bas qui va s'accoler plus bas ici pour former le grand omentum. Donc l'agrandissement de la bourse rétrogastrique dans ces trois sens va constituer ce qu'on appelle la bourse omontale. Voici schématisé cette bourse omontale ici sur une coupe. C'est l'invagination, si vous voulez, du feuillet droit, les deux feuillets droits du péritoine ici, qui vont pousser derrière l'estomac jusqu'à arriver au niveau des épiplans. Ici, l'épiplan pancréatico-gastrosplénique et l'épiplan pancréatico-splénique. Donc, ce péritoine va pousser ici jusqu'à arriver au niveau des épiplans. Donc, il va constituer cette bourse omontale qui sera un diverticule de la grande cavité péritonéale. À un certain niveau, celle-ci va être fermée en haut par ce qu'on appelle le méso-hépatocave. Donc voilà cette formation de la bourse omontale qui est l'agrandissement de la bourse rétrogastrique. Donc initialement, vous aurez le vestibule, la bourse rétrogastrique, juste derrière l'estomac, qui s'agrandit vers le haut par un récessus supérieur, vers le bas par un récessus inférieur et latéralement par un récessus latéral. Voilà la quatrième modification qui est la formation de la bourse omontale, qu'on appelle aussi arrière cavité des épiplans.
Sur ce schéma, nous allons voir la communication de la grande cavité péritonéale avec la poche ici, la bourse omontale. Pour passer de la grande cavité péritonéale vers la bourse omontale, on passe par un ensemble d'éléments. Schématisés ici sur une vue d'ensemble, nous allons les décrire. Alors, il y a d'abord ici les deux éléments à placer. Ce sont l'avant-cave en arrière et l'avant-porte en avant. Derrière, c'est l'aorte ici. Et là, vous avez l'artère hépatique. Nous avons ici, bon, puisque l'estomac est sectionné, vous ne verrez pas l'artère gastrique gauche. Et là, vous voyez l'artère splénique qui va se diriger vers la rate. Elle va cheminer ici, derrière le pancréas et dans l'épiplan pancréatico-splénique. Cette artère splénique va donner l'artère gastro-épiploïque gauche, qui va cheminer dans l'épiplan gastro-splénique. Et vous avez ici l'artère gastro-épiploïque droite qui sera située dans l'épiplan gastrocolique. Donc vous avez ici, et là nous avons une première porte d'entrée entre la veine cave en arrière et la veine porte en avant. C'est ce qu'on appelle le foramen épiploïque. Donc de la grande cavité péritonéale, on passe dans le vestibule ici, de la bourse omontale, par une porte ici, c'est ce qu'on appelle le foramen épiploïque ou le hiatus de Winslow. Ensuite, du vestibule, pour passer dans la bourse omontale, on passe sur un pli vasculaire ici matérialisé par l'artère hépatique, et en haut, c'est le pli de l'artère gastrique gauche, qui n'est pas représenté. Et ces deux plis artériels plus l'estomac ici en avant, ça forme ce qu'on appelle le foramen de la bourse omontale. Donc il passe ici sur le pli de l'artère hépatique. Ensuite, nous allons être dans la bourse rétrogastrique. En 4, nous sommes ici. Et on se prolonge au-delà du cercle des artères gastro-épiploïques par le récessus inférieur vers ce qu'on appelle la poche épiploïque, qui formera plus tard en s'accolant le grand omentum. Donc la bourse rétrogastrique plus la poche épiploïque ici va représenter ce qu'on appelle la bourse omontale proprement dite. Bien sûr, avec les récessus, vous avez ici le récessus splénique latéral. Les deux sont en haut, vous avez un récessus en haut et le récessus du bas. Donc c'est tout ça qui forme la bourse omontale. Donc si vous voyez ici sur cette vue d'ensemble, vous revoyez la porte bleue entre la veine-porte et la veine-cave et la veine-porte. C'est le foramen épiploïque matérialisé ici en bleu. Ensuite, vous avez en deux, c'est le vestibule. C'est un espace, comme un hall. Ensuite, vous avez une porte rouge entre ici les deux artères, l'artère hépatique en bas et l'artère gastrique gauche en haut. Ça va former la porte rouge. Ensuite, nous sommes dans la poche rétrogastrique, qui, avec ses prolongements, surtout vers le bas, qui forme ici la poche épiploïque, au-delà des artères gastro-épiploïques ici, on sera dans la poche épiploïque plus bas. Donc 4 plus 5, l'ensemble, c'est la bourse omontale. Bien sûr, avec ici le vestibule et les entrées. Donc voilà la communication de la grande cavité péritonéale qui va nous emmener au niveau de la bourse rétrogastrique et bien sûr toute la bourse omontale. Cinquième modification, ce sont les accolements des mésos. Nous avons ici une topographie plus ou moins définitive. Donc il y a eu organisation ici
de la cavité abdominale par l'agrandissement et la rotation de ces différents organes. Donc, nous voyons ici le péritone pariétal qui tapisse la paroi interne de la cavité abdominale, le péritone viscéral qui va envelopper intimement les viscères intra-abdominaux, et ça va délimiter entre ces deux éléments du péritoine une grande cavité péritonéale en avant des organes ici, rate, estomac et foie, la grande cavité péritonéale, et celle-ci possède un diverticule postérieur, c'est la bourse mentale. Entre les deux, il y a une communication ici par l'épiplan gastro-hépatique, dont on entre par les portes qu'on a décrites tout à l'heure. Derrière la bourse mentale, derrière les gros vaisseaux et le pancréas, cette région, c'est la région rétropéritonéale. Il y a aussi les reins. Et vous avez un feuillet viscéral. Le principe, un feuillet viscéral, lorsqu'il est au contact d'un feuillet pariétal, sans mouvement, entre les deux, il n'y a pas de mouvement, ces deux feuillets vont s'accoler et former ce qu'on appelle le fascia d'accolement. Voici ici un exemple de fascia d'accolement. Comme ici aussi, vous avez un feuillet péritonéal viscéral avec un feuillet péritonéal pariétal, et il n'y a pas de mouvement à ce niveau. Ces deux feuillets vont s'accoler pour former ici un fascia, mais ici on l'appelle le méso-hépatocal. Donc on verra ensuite d'autres accolements lorsqu'on arrivera surtout au niveau du côlon plus bas. Alors sur ce schéma, nous allons ajouter les épiplans et leur contenu. Là, c'est le ligament suspenseur du foie. Donc, c'est la réflexion ici du feuillet viscéral sur le feuillet pariétal. Ça forme un ligament. C'est le ligament suspenseur du foie. Entre l'estomac et le foie, c'est l'épiplan gastro-hépatique. Entre l'estomac et la rate, c'est l'épiplan gastro-splénique. Entre le pancréas et la rate, c'est l'épiplan pancréatico-splénique. Et là, nous voyons le contenu ici. Bien sûr, ces artères vont provenir de l'aorte. Là, c'est l'artère splénique qui fait partie du tronc cœliaque. Elle va cheminer sur le pancréas et en arrière du pancréas, puis dans l'épiplan pancréatico-splénique, et va au niveau de la rate. Ça, c'est l'artère splénique. Ensuite, cette artère splénique, en arrivant au niveau du huile, va donner une artère qui va revenir dans l'épiplan gastrosplénique. C'est la gastro-épiploïque gauche. Et dans l'épiplan ici gastro-hépatique, vous avez l'artère gastrique gauche qui va cheminer en haut, et en bas, vous avez l'artère hépatique. L'artère hépatique commune, puis l'artère hépatique propre. Et là, nous avons tout à l'heure matérialisé les portes d'entrée qui fait communiquer la grande cavité avec la bourse mentale. On va rentrer ici par le hiatus de Mislo, ici, qui va être matérialisé par la porte bleue. C'est la porte bleue entre la veine porte en avant et la veine cave en arrière. Ensuite, nous sommes dans le vestibule, et après le vestibule, voilà la matérialisation de la porte rouge. En bas, c'est l'artère hépatique. En haut, c'est l'artère gastrique gauche. Entre les deux, bien sûr, c'est la porte rouge. Donc, c'est le foramen omental, ici, et là, c'est le foramen épiploïque. Donc, ça, c'est le foramen épiploïque ou porte bleue. Ça, c'est le foramen omental ou porte rouge. Voilà ici matérialisé ces entrées de la grande cavité vers la bourse mentale.
nous allons voir la formation du pancréas et l'individualisation et l'organisation des voies biliaires. Au stade de 30 jours, nous avons ici en avant et sous l'ébauche hépatique, l'ébauche de la vésicule biliaire, et ensuite vous avez ici les deux ébauches pancréatiques, le bourgeon pancréatique ventral et le bourgeon pancréatique dorsal. Un stade ultérieur, 6 semaines, par rotation bien sûr ici de la région duodénale, donc ça va amener le bourgeon ici pancréatique ventral en dorsal, il va se mettre sous le bourgeon pancréatique dorsal et les voies biliaires se sont individualisées. On voit bien ici la vésicule biliaire, les canaux hépatiques, le canal cholédoque. Donc il y a individualisation des conduits biliaires et rotation du pancréas ventral qui se met sous le pancréas dorsal. Stade définitif, voilà ce que vous aurez. Bien sûr, l'organisation définitive des voies biliaires, canaux hépatiques, droit et gauche, canal hépatique commun, vésicule biliaire, canal cystique, cholédoque. Et vous avez ici la fusion, donc ça aboutit aux voies biliaires principales et accessoires. Et là, vous avez la fusion des ébauches pancréatiques dorsales et pancréatique ventrale avec formation des conduits pancréatiques. Vous aurez ici ensuite le canal de Wirsung qui va évacuer les sécrétions du pancréas vers le duodénum. Donc les deux canaux vont fusionner. Donc le canal du pancréas ventral va fusionner avec le canal du pancréas dorsal pour former ce canal qui est le canal de Wirsung. Et celui qui va drainer la tête sera considéré comme canal de Santorini. Voilà, nous avons terminé l'évolution du péritoine au niveau du tronc cœliaque. Nous allons voir maintenant l'évolution du péritoine dans le territoire de l'artère mésentérique supérieure. Maintenant, c'est l'évolution du péritoine dans le territoire de l'artère mésentérique supérieure. Nous avons ici l'anse intestinale primitive avec un segment plus ou moins grêle par rapport au deuxième segment ici qui est plus dilaté. La partie supérieure grêle va former l'intestin grêle et la partie dilatée va former la partie droite du côlon, qu'on appelle le côlon droit. De l'artère mésentérique supérieure qui va cheminer dans le mésentère dorsal appelé mésentère commun, elle va donner vers le haut, vers la partie rétrécie, plusieurs artères, ce sont les artères gréliques. Et vers le bas, vers la partie dilatée, elle va donner uniquement 3 artères, ce sont les artères coliques. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette anse intestinale. Alors c'est très simple ce qui va se passer au niveau de ce territoire de l'artère mésentérique supérieure, c'est que l'anse intestinale ici primitive va subir 3 rotations de 90 degrés dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire 3 fois 9, 270. Nous aurons une rotation de 270 degrés de cette anse intestinale primitive. Donc nous avons ici l'anse duodénale qui a déjà un petit peu tourné. Vous avez ici l'artère mésentérique supérieure avec la disposition verticale dans sa position ici sagittale de l'anse ombilical. Plus bas, nous avons l'intestin terminal. Alors ici, en haut, nous avons dit que c'est la portion rétrécie qui va donner le futur intestin grêle et les artères gréliques vers le haut. Et en bas,
c'est le futur côlon droit avec les artères coliques en bas. Donc cette anse intestinale va subir 3 rotations. Vous avez ici la première rotation. Première rotation de 90 degrés de l'anse ombilicale dans le sens anti-horaire. Donc ça va tourner comme ça. Donc ça tourne comme ça. C'est-à-dire que le grêle qui est en haut va devenir gauche. Et le côlon qui est en bas, le futur côlon, futur grêle, futur côlon, va devenir droit. Donc l'anse qui était verticale s'est horizontalisée. Elle est devenue horizontale. Avec les artères gréliques vers le haut, elles deviennent à droite. Les artères coliques vers le bas, elles deviennent gauche. Donc ça, c'est l'horizontalisation de l'anse ombilicale. C'est la première rotation. Ensuite, on arrive à la deuxième rotation de 90 degrés. Si bien que l'anse qui était d'abord verticale s'est horizontalisée. Avec le grêle, souvenez-vous, il était en haut. Et ensuite, il est devenu à droite. Maintenant, l'anse est encore verticalisé et le grêle est devenu vers le bas. Et le côlon en haut. Les artères gréliques sont devenues vers le bas et les artères coliques vers le haut. Ça, c'est la deuxième rotation de l'anse ombilicale, toujours dans le sens anti-horaire. Et là, nous arrivons sur la troisième rotation de l'anse ombilicale, toujours de 90 degrés dans le sens anti-horaire. On aboutit à l'horizontalisation, une deuxième fois, de l'anse ombilicale, avec pour grêle à gauche et côlon à droite. Donc vous voyez que le côlon qui était en haut et le grêle en bas, le côlon est passé à droite et le grêle est passé à gauche. Et inversement pour les artères. Donc ça, c'est la troisième rotation de l'anse ombilicale. Donc on est parti de la position verticale à la position horizontale, ensuite une position verticale pour la deuxième rotation et une position horizontale pour la troisième rotation. Et voilà résumé ici l'ensemble des 3 rotations. Voici la position de départ, disposition verticale de l'anse ombilicale, grêle en haut, côlon en bas, artère grélique en haut, artère colique en bas. Première rotation, ça tourne dans le sens anti-horaire de 90 degrés. Le grêle devient droit, le côlon devient gauche. Là, il était en haut et là, le côlon en bas. Deuxième rotation de l'anse horizontale, on revient à l'anse verticale, mais vous avez inversé ici. Le grêle devient plus bas et le côlon devient en haut. Deuxième rotation, donc verticalisation de l'anse, ensuite horizontalisation de l'anse dans la troisième rotation. Vous aurez le côlon qui était en haut devient droit et le grêle qui était en bas devient horizontal à gauche. Et entre-temps, lorsque ces rotations sont en train de se faire, il y a aussi ici un enroulement et une torsion du mésodiodénum et ici de l'intestin terminal. L'intestin terminal et le mésodiodénum sont en train de tourner, de s'allonger et de faire des torsions autour de l'artère mésentérique ici supérieure. Nous allons voir sur le schéma qui va venir. Voilà ces enroulements. Donc là, sous la mésentérique inférieure va s'allonger et s'enrouler le duodénum. Donc il y a un allongement qui va se faire en dessous et à gauche de l'artère mésentérique, de l'axe de l'artère mésentérique, pour constituer le duodénum définitif avec ses portions D1, D2, D3 et D4. Donc il y a eu enroulement ici et allongement du mésodiodénum aussi, qui va accompagner ici le duodénum. Et en bas, nous avons un allongement de l'intestin ici terminal, avec le méso ici terminal,
qui s'est enroulé au-dessus de l'axe de la mésentérique. Celui-ci c'est en dessous et celui-ci c'est au-dessus de l'axe de la mésentérique. Si bien qu'en s'allongeant ici, en faisant cet allongement, il va constituer ici le côlon transverse. Donc l'anse intestinale ici, terminale, va constituer ici le côlon transverse, en s'enroulant et en passant à gauche ici à droite de l'artère mésentérique supérieure. Voici les différentes rotations qui se sont produites au niveau du territoire de l'artère mésentérique supérieure. Donc il y a eu 3 rotations avec enroulement du duodénum et enroulement de l'intestin terminal. Alors nous allons voir ici la disposition finale avec les rotations de l'anse primitive selon ces 3 rotations et l'enroulement du duodénum et de l'anse terminale. Donc nous avons sur le schéma du haut le mésoduodénum avec le duodénum dans sa position définitive avec D1, D2 à droite, D3 sous l'artère mésentérique ici supérieure et D4 à gauche. Et là vous aurez l'angle duodéno-jéjunal, c'est-à-dire par lequel se raccorde le duodénum avec l'intestin grêle. De l'autre côté, nous avons le mésocôlon gauche, donc ce sera l'évolution de l'anse primitive ici, avec le côlon descendant, l'angle colique gauche et le côlon transverse. Donc cet allongement-enroulement aura donné ici le côlon transverse en plus. Et ici vous aurez la jonction, c'est l'angle colique droite avec le côlon droit. Donc A et B, ce sont les jonctions ici du grêle avec le côlon droit et le grêle. Ensuite ici, vous avez l'individualisation de 2 segments de méso, c'est le mésentère dorsal ou mésentère commun qui va relier l'anse intestinale primitive. Au cours de ces 3 rotations, ce mésentère dorsal va se subdiviser en 2 parties. Une partie qui va envelopper le grêle, elle sera à gauche de la mésentérique, c'est le mésentère. Donc il va envelopper l'intestin grêle. Et à droite de l'artère mésentérique supérieure, c'est le mésocôlon droit. Il va envelopper ici le séco-appendice avec le côlon ascendant. Voilà le résultat final de l'évolution du mésentère dorsal avec les rotations de l'anse primitive. On a abouti finalement à gauche de la mésentérique, c'est le mésentère avec l'intestin grêle. À droite de la mésentérique, c'est le côlon ascendant, le côlon droit avec le mésocôlon droit. Donc là, vous raccordez maintenant, on va raccorder A et B selon les 2 angles ici, avec l'angle colique droite ici. Donc vous aurez ramené le côlon ascendant ici, et vous ramenez l'extrémité proximale ici du grêle vers l'angle duodéno-jéjunal. Et voilà ce que vous obtenez en définitive, la disposition finale. Voilà comment elle est faite. Duodénum en arrière, côlon transverse en avant, et en dessous du côlon transverse, vous allez avoir à droite, c'est le côlon droit. Ici à gauche, c'est le côlon transverse et le côlon descendant. Ensuite, vous aurez ici le côlon sigmoïde. Et là, vous avez l'intestin grêle. Voilà la disposition finale de ce péritoine autour de l'axe de la mésentérique supérieure. Dans un autre cours, nous allons voir l'évolution du territoire de l'artère mésentérique inférieure et la position définitive du péritoine.